cherche et que l'on ne trouve pas, mais j'ai eu le bonheur de trouver le moment quand, en étant parmi vous, en fait, cela aurait dû s'intituler, je crois, Jérusalem, les premiers engagements. Pourquoi premiers engagements? Parce que ce sont ceux qui orientent, et ils sont très importants, et le fait qu'ils ne soient pas tenus est sans doute pire que mille refus. Comment parler de l'Israël qui a plus de 2000 ans? Comment évoquer les conséquences de la création de l'État d'Israël? Comment parler d'un conflit long et complexe où un État puissant et un peuple sans État s'affrontent pour une même terre? Comment traiter des rivalités entre les pays du Proche et du Moyen-Orient et d'une situation qui est en prise directe avec la géopolitique mondiale? Mon optimisme m'amène à dire que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et cet optimisme s'est brisé à plusieurs reprises sur ce que j'appellerais la raison d'État, ce que le général Charles de Gaulle a résumé de façon extrêmement concise en reprenant peut-être les propos de Lord Palmerston qui était précédent, à savoir que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et comme nous le verrons, du moins je vais essayer de vous l'exposer sur une période historique relativement courte, avec des décisions fondamentales, le fait que ces engagements n'aient pas été tenus, eh bien, la charge est lourde et la souffrance est forte. Le rêve de Sion, comme vous le savez, cette colline de Jérusalem, est né de l'exil et de la dispersion du peuple juif. Mais au-delà de cette nostalgie, l'idéologie sioniste a été nourrie. Elle n'est pas venue de nulle part. Elle a été créée, elle a été entretenue, elle a été nourrie. Qu'est-ce qui l'a nourrie? Eh bien, notamment les revendications égalitaires de l'idéologie des Lumières du XVIIIe, également la révolution industrielle du XIXe siècle, la difficulté à s'assimiler pour les Juifs d'Europe, qui vivaient dans des ghettos, faut-il le rappeler, les discriminations qui leur interdisaient l'accès à certains métiers, qui limitaient leur droit à la propriété, et les fameux pogroms de la fin du XIXe. Pour Léo Pinsker, le fondateur des Amants de Sion, et Theodor Herzl, auteur de l'ouvrage Der Judenstaat, l'avenir du peuple juif est lié à la création d'un État. Le lieu du futur retour du futur État n'est pas fixé. La Palestine serait idéale, mais Theodor Herzl songe aussi à l'Argentine et même à l'Ouganda actuel. Cette décision de retour avec une localisation aussi précise que possible, eh bien, elle s'est concrétisée lors du 5e congrès sioniste en 1901 à Bâle, puisque c'est celui qui a décidé de mettre en œuvre, de mettre en place le fonds pour la création d'Israël, le Keren Kayemet l'Israël, en vue de procéder à l'achat de terres avec les fonds collectés au sein de la diaspora. Ainsi, durant la période ottomane puis britannique, les terres seront achetées aux propriétaires arabes. C'est à partir de ce moment, entre 1880 et 1903, qu'aura lieu la première alia, la première montée, avec une arrivée d'environ 30 000 immigrants juifs d'Europe orientale, et cela déclenchera un premier conflit de nature, on peut dire, communautaire. Entre 1904 et 1914, prend place la seconde alia. La population juive en Palestine atteint 80 000 personnes qui se répartiront dans 50 colonies agricoles. Le deuxième temps de cet exposé sera consacré à un bref balayage des accords Sykes-Picot, de la déclaration Balfour, du livre blanc, et il sera question de façon un peu verticale de la raison d'État dans tout cela. Eh bien, les négociations entre Max Sykes et François-Georges Picot relatives aux provinces ottomanes et les accords secrets qui furent signés le 16 mai 1916, eh bien, vont délimiter les zones d'influence entre deux puissances, sachant que la Palestine, à l'époque, devait être placée sous un régime de nature internationale, il ne faut pas l'oublier. Et puis la fameuse déclaration Balfour du 2 novembre 1917, qui a été adressée par Lord Balfour à Lord Rothschild, président de l'antenne anglaise du mouvement sioniste,
Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères fait savoir que son gouvernement, le gouvernement de Sa Majesté, s'engage à faciliter la création d'un foyer national juif, terme dont on cherchera en vain la définition juridique, enfin, je ne l'ai pas trouvé pour ma part, en Palestine. Pour mémoire, cela ne signifie aucunement que la Palestine sera transformée en un État juif contre la volonté de la population arabe du pays. Toutefois, l'immigration s'accroît, c'est l'époque de la troisième montée. 5 versions de ce document seront rédigées par Lord Balfour. Et je vais vous en lire un court passage. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorable l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, ainsi qu'aux droits et statuts politiques dont les juifs pourraient jouir dans tout autre pays. La déclaration Balfour, par laquelle un peuple donnait à un autre peuple la terre d'un troisième, suscita immédiatement l'hostilité des musulmans et l'opposition, et des croyants, et l'opposition de la part du peuple palestinien. Je n'aurai pas assez de temps pour dire à quel point ce document diplomatique, l'un des plus importants de l'histoire du Moyen-Orient au XXe siècle, peut-être une seule remarque, le sionisme politique obtint ici une garantie juridique internationale qui lui servit à légitimer, 30 années plus tard, la création d'un État. Alors à l'époque, et là on va rentrer dans la raison d'État, la Grande-Bretagne cherche comment utiliser avec profit les aspirations sionistes et s'assurer le soutien des Juifs de Palestine. Elle considère que la reconnaissance d'un foyer national juif pourra servir ses intérêts de façon très pragmatique au Moyen-Orient. La Grande-Bretagne veut aussi détourner les Arabes des forces de l'Axe et elle promet également à Hussein Ben Ali, chef de la Mecque, de créer un royaume arabe. Et pour Albion, ces promesses concurrentes ne s'opposent pas. L'Allemagne, quant à elle, qui est dans le grand jeu, est favorable à l'émancipation à cette époque des populations juives et elle leur offre une relative protection, notamment aux Juifs de Palestine. Et cela favorise l'amitié et les bonnes relations entre la communauté juive américaine et les forces de la Triple Alliance, ce qui conduit même les milieux financiers américains juifs à refuser d'accorder à la Grande-Bretagne, qui est membre de la Triple Entente, les capitaux nécessaires à la modernisation de son outil, de son appareil militaire. Par conséquent, lors de la Première Guerre mondiale, qui oppose la Triple Entente, France, Royaume-Uni et Russie à la Triple Alliance, Allemagne, Empire austro-hongrois et Italie, le gouvernement britannique estime que le sionisme et la communauté juive constituent un atout majeur. De plus, il faut se souvenir du rôle important tenu par les Juifs dans la Révolution de 1917 et le fait que tous ces acteurs sont essentiels au maintien d'un front oriental, problématique que l'on retrouvera lors de la Seconde Guerre mondiale, afin de fixer l'armée allemande le plus de points possible, on va dire. Et puis enfin, si on est britannique, on se pose la question de savoir comment protéger la route des Indes et donc la bande du canal de Suez, sinon en contrôlant le nord-est égyptien, alors que la France, qui est dans le grand jeu également, marque son intérêt pour cette zone qu'elle considère être une partie de la Syrie et que les lieux saints sont convoités à la fois par l'Italie et la Russie. La France, qui est confrontée à ce qu'on appelait à une époque la théorie des trois France, fille aînée de l'Église, puissance méditerranéenne qui se soucie de ses intérêts en Afrique du Nord, et puis la France humaniste et résistante, qui est le pays de l'émancipation des Juifs dès 1791, cette France, ce côté presque on est un peu écartelé, n'est-ce pas? Eh bien, la France, elle craint à la fois de s'aliéner les pays arabes, lorsqu'elle marque son intérêt pour le sionisme, dans le but, par exemple, d'affaiblir la Turquie, et de même, lors de la Deuxième Guerre mondiale, suite à son retrait du Liban et de Syrie,
afin de limiter les ambitions britanniques au Proche-Orient. La quatrième alia, c'est entre 1924 et 1929, et là effectivement l'arrivée au pouvoir du chancelier Hitler provoque une vague d'immigration annuelle en Palestine de l'ordre de 30 000 personnes entre 1932 et 1939. Le livre blanc, il s'agit bien sûr du Malcolm McDonald White Paper, rédigé à l'issue de la conférence londonienne tripartite de février 1939, qui fait également suite à la grande révolte arabe en Palestine de 1936-1939, mouvement qu'on a qualifié d'une ampleur et d'une persistance inattendue. Je vais vous en citer quelques extraits rapidement, là aussi parce que je crois que ça me paraît utile. Le gouvernement de Sa Majesté déclare aujourd'hui sans équivoque qu'il n'est nullement dans ses intentions de transformer la Palestine en un État juif. Il considérerait comme une chose contraire à ses obligations envers les Arabes, placés sous son mandat, et contraire aux assurances fournies précédemment aux Arabes, que la population arabe de Palestine doit devenir, contre sa volonté, les sujets d'un État juif. Je passe quelques paragraphes. Encore qu'il ne soit pas difficile de montrer que la masse des immigrants juifs admis jusqu'à présent a été économiquement intégrée, la crainte qu'ont les Arabes que ce flot se poursuive indéfiniment jusqu'à ce que la population juive soit à même de les dominer a provoqué des conséquences extrêmement graves pour les Juifs et les Arabes et pour la paix et la prospérité de la Palestine. Au terme de la période de 5 ans, aucune immigration juive ne sera plus autorisée, à moins que les Arabes de Palestine ne soient disposés à y consentir. Les rapports de plusieurs commissions d'experts ont indiqué que, compte tenu de la croissance naturelle de la population arabe et de l'importance des ventes de terres arabes aux Juifs, en certains endroits, il ne reste plus assez de place pour de nouveaux transferts de terres arabes, tandis qu'en d'autres endroits, ces transferts doivent être limités pour que les cultivateurs arabes puissent garder leur niveau de vie actuel et que ne soit pas créée prochainement une importante population arabe sans terre. Prendra place à compter du 10 juillet 1947 l'épisode du bateau Exode d'Europe 5707, appelé Exodus 47, et puis bien sûr l'adoption de la résolution 581 par l'Assemblée générale des Nations Unies le 29 novembre 1947, qui prévoit le partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe, assorti d'une union économique, monétaire et douanière, et un corpus separatum pour les lieux saints. Petit naïf que je suis, cet exposé me paraît viable. L'est-il encore? C'est autre chose. Pour autant, la violence éclate entre juifs et arabes palestiniens. Les Britanniques quittent la Palestine en refusant d'organiser le transfert du pouvoir. Depuis cette date, les conflits sont incessants. Qu'il s'agisse du lendemain du 14 mai 1948, lorsque M. David Ben Gourion a proclamé à Tel Aviv l'indépendance d'Israël, il entrait en guerre, donc Égypte, Syrie, Irak, Jordanie et Liban. Et à ce moment-là, on passe non plus d'un conflit communautaire, mais d'un conflit communautaire à un conflit de nature étatique. Israël, à l'issue de ce conflit, conquiert et occupe 78% de la Palestine. Entre 48 et 51, la population d'Israël double pour atteindre 1 400 000 personnes. Il y a la loi aussi qui me paraît importante, cette fameuse loi du retour du 5 juillet 1950. Tout juif, où qu'il se trouve dans le monde, a le droit d'immigrer dans la patrie historique du peuple d'Israël. La dislocation de l'URSS, le 25 décembre 1991, produira une nouvelle immigration en nombre. Et puis bien sûr, les conflits reprennent. Guerre des 6 jours, guerre du Kippour, guerre du Liban, le premier soulèvement, ou intifada, guerre des pierres,
seconde intifada, seconde guerre du Liban, guerre de Gaza, etc., etc., etc. Durant toute cette période, le Fonds national juif est resté très actif dans la politique d'acquisition de territoires par Israël. Et peut-on nier que la colonisation des territoires, a fortiori depuis la construction du mur, et le partage inéquitable de l'eau, qui est une véritable question, nuit à l'émergence d'une solution pacifique entre les deux peuples. J'ai toujours été intéressé par la question de la Palestine et de l'État d'Israël, notamment parce que dans cette partie du monde, le terrorisme endémique est ancien et parce qu'il s'exporte. Et puis, et peut-être surtout, bien au-delà de la Palestine et de l'État d'Israël, le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie sont devenus des mots récurrents et fortement contagieux. Aujourd'hui, dans l'État d'Israël, où vivent environ 43% des Juifs, les Arabes israéliens sont des citoyens de second ordre et les Palestiniens des territoires occupés, un peuple sans droit. La solution à deux États et la sécurité de deux peuples reposent sur le respect des engagements, et je crois pour ma part, comme l'a affirmé Raymond Aron, que le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. Je veux dire par là qu'une paix froide, presque mécanique, mais surtout intensément pragmatique, est préférable à la guerre. J'ai vu pour ma part, dans la normalisation des relations diplomatiques avec l'Égypte et puis la Jordanie de 1994, et les récents accords d'Abraham du 15 décembre 2020, avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, la conséquence m'a paru intéressante parce que c'est à la fois une réduction de l'isolement diplomatique d'Israël et une ouverture de perspectives économiques. Mais je me suis posé la question de savoir si ces accords de paix ne risquent pas de précipiter dans l'oubli la question palestinienne en la découplant des relations qu'Israël entretient avec les États arabes. En dépit des difficultés, le processus de paix, c'est-à-dire la solution politique, repose sur l'application et le respect du droit international. Le 31 octobre 2011, la Palestine devient le 195e membre de l'UNESCO. Le 29 novembre 2012, la Palestine est admise en tant qu'État observateur non membre au siège des Nations Unies. Et le 1er avril 2015, la Palestine devient le 123e membre de la Cour pénale internationale de La Haye. Le conflit israélo-palestinien mobilise l'ONU depuis 1945, ce qui sonne un peu comme un constat d'échec. Or, le droit de veto des 5 membres du Conseil de sécurité, a fortiori, lorsqu'il est exercé en position d'agresseur ou dans une logique des blocs, interdit à l'ONU d'honorer sa mission. Cet état de fait rend nécessaire l'introduction de nouvelles règles de fonctionnement pour cette organisation internationale. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.